Bonjour et bienvenue tous les inscrits à ce nouveau rendez-vous expert. Alors, après l'étude des CCAG travaux, maîtrise d'œuvre, éthique, nous allons aujourd'hui nous attarder sur le CCAG des marchés publics de fournitures courantes et de services, on va appeler CCAG FCS, lui aussi modifié par un arrêté du 30 mars dernier. Alors, on entend par fourniture courante celles pour lesquelles l'acheteur n'impose pas de spécifications techniques propres au marché, entre notamment dans cette catégorie les fournitures standards, normalisées ou achetées sur catalogue. Outre la mise à jour de stipulations justifiées par l'évolution de la réglementation, ce CCAG FCS version 2021 contient un certain nombre de nouveautés qui, même si elles sont moins nombreuses que dans les autres CCAG, méritent d'être analysées. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maître Raphaël Appelbaum, avocat associé au sein du cabinet Lexkez et intervenant régulier pour nos webinaires. J'en profite donc une nouvelle fois pour vous remercier d'avoir accepté l'animation de ce webinaire. Alors avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que vous avez à tout moment la possibilité de poser par écrit vos questions en cliquant sur l'onglet « Questions » dans le module « GoToWebinar ». Et j'en profite aussi pour vous signaler que nous allons lancer immédiatement un sondage là, parmi les personnes connectées afin de savoir simplement si au sein de votre activité, vous appartenez au secteur public ou au secteur privé. Voilà, Maître Appelbaum, je vous laisse la parole. Bonjour, je ferme juste mon calendrier pour pas avoir de notification, mais normalement c'est bon. Alors, vous m'entendez bien? Merci Richard. Oui, très bien, vous pouvez y aller. Parfait, très bien. Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour, Raphaël Appelbaum. Je suis avocat en droit public. C'est vrai que j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette intervention pour vous sur le FCS. Donc on a une heure à peu près devant nous pour faire le point sur ce nouveau CCAG FCS. Alors l'idée c'est de faire un panorama de ce qui change, mais à la fois de rappeler aussi quand même les difficultés qui sont toujours pas levées par la nouvelle version, notamment le sujet des quantités. En introduction, le CCAG FCS, vous le savez, mais c'est important, il a un périmètre de couverture qui est extrêmement large, puisque il va concerner des fournitures comme des balles de tennis ou des médicaments dérivés du sang, et en même temps, il va couvrir des services de nettoyage et de gardiennage. Donc, fourniture courante et services, on a un spectre effectivement d'opérations extrêmement large, et donc ce CCAG est quand même très souvent utilisé, il est pour toutes ces opérations. On va voir effectivement dans quelle mesure le CCAP peut y apporter certaines modifications. Donc, ce que disait Richard est vrai, c'est que c'est parmi les CCAG revus et modifiés peut-être celui qui a subi le moins de contraintes ou de révolutions dans sa rédaction. Quand même, sa rédaction aujourd'hui, elle a été simplifiée sur la forme et sur la présentation. En substance, on a aujourd'hui 8 grands chapitres qui sont la structure même du CCAG FCS, qui sont organisés de manière très logique, hein, les généralités, le prix, les délais, l'exécution des prestations, la vérification des prestations et la garantie maintenance, c'est le chapitre 5. Chapitre 6, réservé à la propriété intellectuelle. Chapitre 7 pour la résiliation et un tout petit chapitre 8 qui ne contient qu'un seul article 46 concernant les différents. Donc la structuration sur ces 8 chapitres est assez logique, assez facile effectivement à suivre. On compte aujourd'hui 46 articles. Je vous enverrai, comme outil de travail, je vous renverrai au CCAG commenté par Jérôme Michon, qui a été publié par Achat Public Info, qui est le parfait outil effectivement pour travailler au quotidien sur le CCAG FCS. Donc voilà, alors sans attendre, voilà, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc vous nous connaissez, mais
ça, vous aurez les slides. Chaque présentation de réforme, vous connaissez effectivement la règle, c'est que on a profité de cette réforme pour finalement harmoniser plusieurs sujets sur l'ensemble des CCAG, donc notamment en matière de vocabulaire, en matière d'insertion sociale, j'y reviendrai plus précisément pour ce qui concerne le FCS, la dématérialisation avec l'échange effectivement de messages et de notifications par voie d'email. Vous savez que la règle générale, c'est qu'on accepte aujourd'hui la notification par plateforme et on suppose effectivement une prise de connaissance du message au-delà de 8 jours. Ça, c'est une règle qui est généralisée à travers les CCAG. On a aussi le plafonnement des pénalités qu'on retrouve dans le CCAG FCS. Bien entendu, la clause de RGPD, la facturation électronique, un régime d'avance, j'y reviendrai, l'actualisation des prix, règlement des différends. Donc ça, ce sont des modifications que vous avez probablement déjà vues dans d'autres CCAG et qui vont se retrouver effectivement dans le FCS, et je ferai quelques précisions sur certains des sous-chapitres. Ensuite, on a eu des modifications propres au FCS qui ne se retrouvent pas dans les autres CCAG, notamment le régime de l'exécution aux frais et risques, les marchés effectivement de substitution, et également une clause particulière concernant les prestations supplémentaires. On retrouve aussi ce régime, on y reviendra sur les CCAG travaux, mais avec une particularité en FCS. Voilà, donc si on avance dans les slides, j'ai 11 points que je voulais partager avec vous. Encore une fois, en 1 heure, je ne peux pas tout dire sur le FCS, on pourrait en faire une journée, mais voilà, en 50 minutes, 45 minutes, l'idée c'est de vous donner quand même les points essentiels à retenir sur ces 11 sujets que j'ai décrits sur ce slide. Alors, tout de suite, sur le calendrier. Alors, vous connaissez la règle du jeu, c'est qu'ils sont rentrés en vigueur, ils ont été publiés au 1er avril 2021. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir sur cette frise? C'est que entre avril 2021 et le 30 septembre 2021, si la version n'est pas citée dans votre marché, dans votre CCAP, on considère que vous faites encore référence à la version 2000. D'accord? Donc, ça, c'est la règle. À partir du 30 septembre 2021, du 1er octobre 2021, si vous ne faites pas référence de manière explicite à la date du CCAG FCS, eh bien, le silence vaut reconnaissance que vous appliquerez le CCAG 2021. Bien entendu, cette règle vaut pour les deux parties, c'est une évidence. Donc, à retenir, silence du CCAP concernant la version du CCAG, eh bien, entre avril et septembre, c'est la version de 2009 qui va s'appliquer. Et si ce silence perdure dans un CCAP d'octobre ou de novembre, eh bien, automatiquement, on fera référence au CCAG 2021. Alors, on m'a déjà posé la question, mais est-ce qu'on peut continuer à appliquer le CCAG 2009 après le 30 septembre 2021? Bien, là-dessus, j'ai deux réponses. La première réponse, c'est que sur un plan juridique, législatif et réglementaire, puis contractuel, il n'y a pas d'obligation légale, réglementaire, de ne pas déroger à cette entrée en vigueur et de faire référence ou d'appliquer toujours le 2009, même postérieurement au 1er octobre. Ça, c'est une réponse juridique. Après, sur un plan opérationnel et pratique, je ne vois pas d'intérêt, je ne vois pas d'avantage à continuer à appliquer le 2009 postérieurement au 1er octobre 2021. Et donc le bon sens et l'usage professionnel vous encourage à faire application du 2021 le plus tôt possible et en tout état de cause à partir du 1er octobre 2021. Voilà. Donc sur cette question, est-ce que je peux continuer à faire du 2009 après octobre 2021? Ma réponse est que légalement, tout est possible, mais sur un plan pratico-pratique, je ne vois pas l'intérêt de le faire. Alors,
l'articulation CCAG-CCAP, si vous êtes acheteur public, vous savez que c'est une source de cauchemar enfin, c'est une source qui peut effectivement, un point qui peut donner lieu à certaines peurs. Donc, on retrouve toujours la même règle du jeu, à savoir que, et là je vous cite l'article 1.2 du CCAG 2021, que bien entendu, on peut prévoir des dérogations aux stipulations du CCAG, que le CCAG dit que ces dérogations doivent figurer dans le CCAP ou dans tout autre document qui en tient lieu. Au passage, le CCAG FCS reconnaît l'appellation CCP, qui était issue de la pratique. Les dérogations, elles doivent figurer dans le CCAP ou dans le CCP. Le CCAG précise effectivement que les documents particuliers du marché, le CCAP, doit préciser à quel article du présent CCAG elle déroge. Donc, c'est sur cette articulation qu'il y a souvent des peurs, des complications, des discussions, à savoir, attention, est-ce que j'ai bien listé toutes les dérogations prévues dans mon CCAP par rapport au CCAG? Et on sait que dans l'exercice de rédaction d'un CCAP ou d'un marché, ça a souvent été effectivement un sujet de frayeur, ça a pu donner lieu dans le passé à des contentieux. Alors, là-dessus, donc, on retrouve ce mécanisme. Si vous devez déroger au CCAG par le CCAP, à la fin, vous devez lister les clauses du CCAG qui ont été visées par des dérogations. C'est un exercice qui est quand même assez pénible et assez périlleux, toujours. On pensait qu'avec la nouvelle version 2021, on serait sorti de cette obligation. Et ce n'était pas du tout irréaliste, parce qu'il y a déjà eu des contentieux et le Conseil d'État et la Cour administrative d'appel de Paris se sont déjà prononcés favorablement sur une liberté de l'acheteur public et sur finalement la prime à la volonté des parties, en disant que même s'il y avait une dérogation qui n'était pas listée expressément, le CCAP, il était écrit noir sur blanc, il était en français, c'est une pièce du marché, elle est supérieure au CCAG, il fallait le lire et le comprendre avant de le signer. Donc, il y a quand même une approche qui est raisonnable de la part de certains juges administratifs. Je dis certains parce qu'on a eu des contentieux qui ont donné lieu effectivement à des décisions défavorables pour l'acheteur public en disant, écoutez, à partir du moment où votre listing des clauses dérogées n'était pas clair dans votre CCAP, à partir du moment où vous avez oublié, eh bien, on ne peut pas en faire application. Donc, des solutions, c'est, je dirais, dans le CCAP, peut-être prévoir en préambule la commune intention des parties dans la signature du CCAP. Le vocable, j'insiste sur le vocable de l'intention des parties, de la commune intention des parties, donc carrément faire un préambule ou un article là-dessus. Préciser et rappeler que le rôle du CCAP, c'est d'apporter des précisions, des compléments et des dérogations au CCAG. Ensuite, dire que la signature du CCAP vaut acceptation de l'ensemble de ces clauses complémentaires et dérogatoires au CCAG. Donc, non seulement le dire, mais l'écrire dans le CCAP. Après, il y a une autre mesure qui est aussi possible, elle n'est pas du tout interdite, c'est de déroger explicitement à l'obligation de l'article 1.2 du CCAG-FCS pour ne pas se causer d'ennui dans l'articulation entre CCAP et CCAG. Donc, concrètement, vous pouvez très bien prévoir dans votre CCAP que vous dérogez à cette règle qui vous invite ou qui vous donne l'obligation de lister les dérogations. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Et donc, si jamais votre CCAP apporte trop de dérogations, je pense que cet exercice, cette solution peut être préconisée. Alors, pour les groupements, quelques nouvelles règles. Premièrement, la possibilité d'organiser des paiements séparés entre membres d'un groupement solidaire. C'est que la règle avec un groupement solidaire, c'est que normalement, on a un paiement unique sur celui qui assure la tête et le pilotage du groupement solidaire. Là, le CCAG prévoit effectivement la possibilité d'organiser des paiements séparés. Ensuite, eh bien, autre règle intéressante, si on a un compte unique pour un groupement, eh bien, le CCAG n'impose pas que ce compte unique soit celui du mandataire. Ça peut être celui d'un co-traitant. Ensuite, autre règle nouvelle, c'est que le CCAG va organiser la suite à donner en cas de défaillance du mandataire.
en organisant effectivement de manière contractuelle la désignation du remplaçant. Très concrètement, le CCAG dit ce n'est pas le second sur la liste effectivement de candidatures, c'est tout simplement celui qui a la part la plus grosse du marché dans l'exécution. Donc ça, ce sont des nouveautés effectivement du CCAG FCS. Ensuite, nous avons un article qui est dédié à la confidentialité. Alors, il est intéressant, mais malheureusement, il est pas fini. Et il est intéressant parce que il renforce effectivement l'idée que dans le cadre d'un FCS, que ce soit d'ailleurs pas simplement en service, mais ça peut être aussi en fourniture, et notamment dans le domaine de la santé, eh bien, on peut avoir des échanges d'informations confidentielles dans les deux sens, hein, d'ailleurs, puisque l'article est rédigé à la fois pour protéger les acheteurs, mais les opérateurs. Ça va dans les deux sens. Donc, que dit l'article 5? Il nous dit « Acheteurs et opérateurs sont tenus de prendre alors toutes mesures nécessaires pour protéger le caractère confidentiel des informations, documents échangés en cours d'exécution. » Alors, le champ est extrêmement large. Hein. On nous parle de données connues et partagées au cours de l'exécution du marché. La règle, elle est limitée à l'obligation de protection et de non-divulgation. Alors, concrètement, les difficultés que nous avons, alors déjà c'est quand même une avancée parce qu'on a un rappel effectivement de la protection du secret des affaires en cours d'exécution, hein, et ça c'est une bonne chose. Maintenant, à chaque fois qu'on parle de secret des affaires, la difficulté que nous rencontrons, que ce soit du côté acheteur ou du côté opérateur, c'est quel est le périmètre de ce secret des affaires, quel est le périmètre de la confidentialité. Le conseil que je peux partager avec vous sur ce point, c'est que vous savez que lorsque vous êtes acheteur et que, par exemple, vous êtes visé par une demande de communication de documents administratifs en lien avec un marché, que ce soit un marché de services, un marché de fourniture, la question doit se poser effectivement si vous ne devez pas protéger des informations confidentielles. Et elle se pose de manière encore plus flagrante aujourd'hui avec cette nouvelle rédaction où l'acheteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le caractère confidentiel des informations et documents. Le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est que vous êtes face souvent à cette difficulté, mais de quoi parle-t-on et quel est le périmètre de cette confidentialité? Eh bien, le conseil, c'est tout simplement d'interroger votre co-contractant. Ça veut dire que je prends l'exemple d'un hôpital qui est en marché avec un laboratoire, un candidat évincé ou une association sollicite la communication du marché signé pour avoir des informations concernant ce document administratif hein, qui est communicable. Et l'hôpital se pose la question de savoir est-ce que je peux tout communiquer. Alors, la première grille de lecture, c'est effectivement la grille CADA, mais même avec la grille CADA, vous êtes confronté à une difficulté du périmètre de la confidentialité. Donc, le conseil, c'est tout simplement de solliciter votre opérateur, votre titulaire, pour lui dire, voilà, je suis saisi d'une demande CADA et je vous demande sous 5 jours de m'informer des informations et documents que vous considérez comme confidentiels en application donc, de l'article 5 hein, de notre CCAG et que vous souhaitez voir préserver de la communication. Donc ce jeu de questions-réponses avec votre titulaire, je pense que c'est la meilleure chose à faire pour effectivement préserver la confidentialité. Et puis du côté des opérateurs privés, qui ont peur effectivement de la divulgation d'informations confidentielles en cours d'exécution, eh bien, il suffit, je pense, de rappeler dans l'offre et dans le contrat effectivement qu'il y a certaines informations qui relèvent de l'article 5 et pour lesquelles vous demandez effectivement une protection contractuelle en application du CCAG. Voilà, donc ça, c'est quand même une nouveauté. C'est une nouveauté inachevée parce que c'est difficile d'établir un article prêt à l'emploi tant le sujet est vaste et varié, mais c'est déjà quand même un modus operandi à utiliser. Alors, sur les avances, on a une simplification, on a deux options. Hein. Donc, l'avance, hein, c'est le flux financier que l'acheteur va accorder à l'opérateur privé avant même le commencement d'exécution de son marché hein, pour eh bien, lui permettre de lancer l'exécution du marché. Et l'avance est une exception effectivement aux règles du jeu, puisque dans les règles du jeu de la commande publique, c'est tu exécutes, je vérifie le service fait et ensuite je te paie.
Bien entendu, les 18 derniers mois qu'on a connus, on a bien compris que le secteur privé avait besoin d'avance pour pouvoir participer à la commande publique. Donc là, dans le CCAG, FCS, on a deux options. Donc, l'option A, qui est l'option par défaut, qui consiste à appliquer un taux d'avance de 20% pour les PME et un taux d'avance correspondant au minimum réglementaire, donc 5% pour les autres entreprises. Bien entendu, le CCAP peut toujours modifier ces niveaux, mais si le CCAP ne dit rien, eh bien d'office, c'est l'option A du CCAG de l'article 11.1 qui va s'appliquer avec 20% d'avance pour les PME. L'option B est un peu plus compliqué, enfin ou moins diversifié, c'est que c'est l'application des taux d'avance minimum qui sont fixés par le code, donc 5, 10 et 20 selon les cas, ou sinon les taux supérieurs qui sont aussi fixés librement par les documents du marché. Donc retenez que il y a quand même une simplification, que vous n'avez pas de choix à faire puisque par défaut c'est l'option A qui va s'appliquer, et que si vous souhaitez modifier ces taux, eh bien dans ce cas-là, soit vous faites l'option B, pour faire référence au code de la commande publique, soit dans ce cas-là, vous pouvez très bien faire l'option A avec un CCAP qui va minorer cela. Et rappelez-vous toujours que si vous minorez, vous portez une dérogation, d'où la discussion qu'on avait tout à l'heure, enfin ma remarque de tout à l'heure sur l'articulation entre votre CCAP et votre CCAG. Donc, bien entendu, l'option 1, ce que je disais, c'est favoriser l'accès des PME en leur accordant du cash à hauteur de 20% dès le lancement du marché. Et l'option B permet effectivement d'avoir peut-être un pilotage des avances au plus près des besoins, parce que, encore une fois, quand les documents font référence aux PME, la définition de PME ne couvre pas toutes les entreprises. Donc, c'est peut-être nécessaire aussi de faire une approche option B en fonction des candidats et des opérateurs privés avec lesquels vous travaillez. Alors, on a une nouveauté, en tout cas dans la rédaction, parce que les règles du jeu en matière de clause sociale, elles sont connues déjà depuis de nombreuses années. Mais ce qui est intéressant, alors on peut s'en satisfaire, on peut critiquer. Ce qui est intéressant, c'est que dans le CCAG FCS, vous avez un très long article 16.1 qui donne un régime de clause sociale. Je disais qu'on peut s'en satisfaire, on peut critiquer. On s'en satisfait parce qu'il donne un modus operandi sur le sujet. On peut critiquer parce que il rajoute de la rédaction qui peut paraître pour les praticiens inutile, dans la mesure où la règle du jeu existe. Les dispositions du Code du travail sont publiées sur Légifrance. Et donc, peut-être qu'il n'était pas forcément nécessaire de rajouter du texte au CCAG, on aurait pu aussi simplifier les choses. Puisque là, l'article 16.1 fait aussi, non pas des renvois, mais fait du copier-coller de dispositions du Code du travail concernant les personnes éloignées de l'emploi. Mais bon, au final, je disais tout à l'heure qu'on reste sur un document qui n'est pas trop volumineux, avec moins de 50 articles. Donc, c'est pas quelque chose de trop embêtant. Ce qui est intéressant, c'est que justement, en lisant l'article 16.1, eh bien, on a un mécanisme pour faire de la clause sociale, pour utiliser la clause sociale. Alors, vous savez que pour faire du macro, quand vous faites une clause sociale dans un marché, la première chose, c'est de savoir effectivement de qui parle-t-on, quels sont les publics éligibles et quels sont les publics qu'on souhaite aider via la commande publique. Ce sujet est extrêmement important et c'est pour ça que l'article 16.1.1 est long, parce qu'il liste tous les publics éligibles possibles. Voilà. Donc, et ça, c'est important parce que voilà, quand on parle de personnes éloignées de l'emploi, de quelles personnes parle-t-on? Par exemple, est-ce que les réfugiés et les étrangers sous protection subsidiaire font partie des personnes éloignées de l'emploi ou du public éligible? La réponse est oui. Elle n'est pas forcément évidente, on aurait pu l'oublier, mais cette catégorie de personnes fait partie effectivement des personnes éloignées de l'emploi ou des publics éligibles. Donc, là-dessus, le CCAG FCS donne déjà un modus operandi sur le périmètre du public. Ensuite, les modalités d'atteinte des objectifs. Là aussi, il donne des idées, effectivement, et des modalités contractuelles pour atteindre ces objectifs. Ensuite,
le CCAG fait l'obligation à la fois à la personne publique et à l'opérateur de créer des points de contact. Le facilitateur, c'est le point de contact du côté administration. Enfin, d'ailleurs, il n'est pas interne à l'administration, souvent c'est quelqu'un d'externe comme la maison de l'emploi. Et puis, du côté titulaire, il faut avoir un correspondant opérationnel qui a pour but effectivement de suivre l'exécution de la clause sociale. Alors, ce qui est très, comment dire, j'allais dire intéressant, mais surprenant, c'est l'article 16.1.4.4. 16.1.4.4 du CCAG qui nous dit en résumé que si jamais ça se passe mal pour l'entreprise, qu'elle a des difficultés pour réaliser effectivement ses objectifs, si elle n'y arrive pas, si elle rencontre des difficultés économiques, eh bien, on peut, d'un commun accord, supprimer cette clause. Je fais un très rapide résumé, mais c'est écrit quand même, et c'est le sens de l'article 16.1.4.4. Alors, c'est surprenant, parce qu'en gros, on nous dit, si c'est trop dur à réaliser, s'il y a des difficultés, eh bien, on peut supprimer. C'est très surprenant parce que si jamais cette clause sociale a fait l'objet à la fois d'un critère social, hein, c'est deux choses différentes, mais l'un et l'autre peuvent être jumelés, eh bien si cette clause sociale a fait l'objet d'un critère social, eh bien en cours de route, si jamais pour des raisons de difficulté X, Y, Z qui sont très largement exposées dans le CCAG, eh bien on décide de supprimer cette clause, eh bien il y a quand même un problème d'égalité de traitement au stade de la mise en concurrence, parce que ça serait trop facile de remporter un marché. Et d'ailleurs, il y a certains marchés qui se jouent à 0,5 points et ça peut être un sujet social. Et ensuite, 18 mois après, dire finalement c'est trop dur, on n'y arrive pas, donc on demande l'annulation de cette clause. Donc là-dessus, la logique juridique et contractuelle qui est suivie par le CCAG est quand même extrêmement surprenante. Après, maintenant, le texte du CCAG ouvre la possibilité d'annuler, mais bien entendu, il n'y a pas d'automaticité. Ensuite, sur le régime des pénalités, le CCAG est assez comment dire, silencieux. Il en parle un tout petit peu. Le seul point qui m'a frappé, c'est qu'il fait référence aux pénalités qui doivent être fixées par le CCAP et il parle de pénalités forfaitaires. Il parle de pénalités forfaitaires, donc sans en donner une définition. Hein. Voilà, moi je pense que la meilleure chose à faire en matière de clause sociale, c'est de fixer une pénalité qui prenne en considération le volume d'heures ou le volume financier qui aurait dû être octroyé à des personnes éloignées de l'emploi et de faire une clé de répartition avec un pourcentage. Après, ce pourcentage, il peut être de 1, de 5%, mais et ce mécanisme-là n'existe pas dans le CCAG, donc on vous renvoie la balle en tant que rédacteur pour trouver effectivement le mécanisme de pénalité dans le CCAP. C'est important parce que du coup, si vous n'avez pas prévu ce mécanisme, eh bien, vous risquez d'avoir une difficulté dans l'exécution du contrat si jamais il y a un défaut dans l'exécution. Alors bien sûr, on peut dire ça peut donner lieu à une résiliation, mais sur ces sujets-là, ce qu'on cherche avant tout à faire, c'est l'incitation et la sanction et non pas la résiliation. Alors, prestations supplémentaires, vous l'avez peut-être déjà vu et entendu dans les autres marchés, parce que dans les autres CCAG, pardon, parce qu'on a effectivement le modèle du CCAG travaux. Donc, que nous dit le nouveau CCAG? Eh bien, il nous dit que les prestations supplémentaires ou modificatives qui ont une incidence financière, elles sont demandées par l'acheteur par ordre de service avec un prix. On doit avoir des prix nouveaux. C'est-à-dire qu'on peut, hein, c'est toute la nouvelle politique sur l'abolition des OS à prix zéro. Et donc là, on retrouve effectivement cette mécanique et cette logique où toute prestation supplémentaire doit donner lieu à un OS chiffré et valorisé, avec des prix provisoires décidés par l'acheteur. Alors, bien entendu, le CCAG prévoit, et là c'est quelque chose de spécifique au FCS, il prévoit qu'en l'absence de valorisation d'un ordre de service qui prescrit des prestations supplémentaires, le titulaire peut refuser d'exécuter l'ordre de service concerné. Hein. Donc, il peut refuser d'exécuter l'ordre de service concerné si l'OS n'est pas valorisé. Alors, comme je disais, cette mécanique-là, elle est issue de la loi Pacte, hein, qui a mis en place l'abolition des OS à 0 €. Donc, on retrouve effectivement ce mécanique, mais
la difficulté qu'on va avoir en pratique, c'est de savoir effectivement si on parle ou non de prestations supplémentaires par rapport au CCTP. Hein. C'est toute la difficulté parce que je reviens en arrière. La règle du jeu, c'est que cette règle s'applique pour les prestations supplémentaires ou modificatives. Donc encore faut-il effectivement que les deux parties s'accordent sur le fait qu'on parle bien de prestations supplémentaires ou modificatives par rapport à ce qui était prévu initialement dans le marché. Alors, un focus sur les quantités. Vous le savez, le CCAG-FCS, c'est des balles de tennis ou des produits sanguins ou des services de nettoyage, souvent passés sous la forme d'accords cadres. Et qui dit FCS / accord cadre dit problématique des quantités. Si vous êtes acheteur ou opérateur, vous connaissez très bien le sujet. Je m'explique, c'est si je passe un accord cadre pour acheter les médicaments, si je passe un accord cadre pour des prestations de services de nettoyage ou de peinture industrielle, ça veut dire que pendant les 4 prochaines années, je vais avoir besoin de médicaments ou de prestations de services, mais dans quelle mesure, moi, acheteur, je suis obligé de donner des précisions, des informations plus ou moins précises sur les quantités que je vais appeler. Cette question, elle est vraiment d'actualité. Alors, est-ce que oui ou non, le CCAG apporte des réponses? Alors, je vais vous en dire quelques mots. Donc, déjà sur le cadre, je reprends la lecture de mes slides. Sur le cadre, vous comprenez que tout est lié à la nature et l'étendue des besoins. C'est une obligation qui incombe à l'acheteur public, dans tous les marchés publics, de préciser la nature et l'étendue des besoins à satisfaire. Ça, c'est l'article 21.11.1 du Code de la commande publique. Et on retrouve cette obligation même pour les accords cadres, hein, parce qu'on pense parfois un peu trop rapidement que l'accord cadre, c'est open sky, open bar. Eh bien, justement, non. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, l'article 21.11.1 du Code de la commande publique que j'ai cité n'apporte pas d'exonération ou d'exception pour les accords cadres. Donc, eh bien, ça veut dire que cette règle-là, elle s'applique. Et elle s'applique d'autant plus que le 21.62.4, le R 21.62.4 que je vous donne à l'écran, eh bien, il rappelle quand même cette information. C'est que certes, on n'est pas obligé d'avoir un minimum ou un maximum en valeur ou en quantité, mais cela n'exclut pas l'obligation pour l'acheteur de communiquer une indication sur les quantités ou les éléments permettant d'apprécier l'étendue du marché. Et ces dernières années, eh bien, on a eu beaucoup de contentieux. On a des contentieux sur ces sujets, à la fois des contentieux au stade de la passation, à la fois au stade de l'exécution. Donc là, je vous ai donné effectivement 2019, Conseil d'État, où effectivement c'était Sonocar, c'était de la peinture industrielle sur des navires de guerre, mais le raisonnement peut être appliqué sur n'importe quel service et n'importe quelle fourniture. Eh bien, le Conseil d'État rappelle que l'acheteur qui fournit une information incomplète, hein, en se contentant de donner des quantités globales sans donner suffisamment de précision, eh bien, il est en faute. Il est en faute. Juste une parenthèse, là, le marché avait été sauvé parce que la faute avait été reconnue, mais la lésion n'avait pas été retenue. Donc, c'était pour moi, qui connaît bien l'affaire, plutôt un sauvetage politique du Conseil d'État au bénéfice du ministère de la Défense. Mais vous voyez, TA de Paris, juillet 2019, encore ce sujet des informations sur les quantités. Là, on est sur des chèques déjeuner. Informations sur les quantités. Alors, bien entendu, c'est à chaque fois des débats in concreto pour savoir est-ce que, là on était en référé précontractuel, mais c'est donc des débats in concreto pour savoir est-ce que c'était suffisamment précis, est-ce qu'il y a une lésion ou pas. Mais cette obligation, on la retrouve aussi dans la rédaction de vos avis de marché. Là, je vous ai mis un extrait effectivement de la rubrique des avis de marché. Vous avez l'obligation de remplir, vous ne pouvez pas laisser ça en blanc. Et vous voyez bien qu'on vous demande la description, la nature et la quantité des travaux, des fournitures et services, et on demande une valeur estimée. Donc, vous devez donner effectivement ces informations quand vous êtes acheteur public. Le but, ce n'est pas de respecter de manière aveugle une réglementation. Le but, c'est de donner en totale transparence des indications sur l'étendue de votre marché. Alors, la jurisprudence nationale, elle rappelle quand même hein, cette obligation.
Là, je vous ai mis les dernières jurisprudences qui sont les plus importantes au niveau national. Et puis surtout, la jurisprudence communautaire, elle pousse dans le même sens et même elle est encore plus explicite sur ce point, notamment la dernière de décembre 2018. Et si vous voulez, je vais vous donner le raisonnement qui est logique. Je dis souvent que le droit des marchés publics, c'est avant tout de la logique. C'est certes de la réglementation, mais aujourd'hui, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Et sur cette question des quantités, eh bien, le bon sens revient au galop. Pourquoi? Parce que si vous lancez un accord cadre pour par exemple, des médicaments et que vous donnez des quantités soit trop faibles, soit équivalentes à 1, voire à 0 pour certains établissements, la difficulté en pratique, c'est que si jamais vous devez faire varier, si jamais vous devez modifier à la hausse en cours d'exécution et que vous souhaitez utiliser pour cela la règle des 10%. Vous savez qu'en matière de modification de marché, vous pouvez faire varier de manière assez libre, même totalement libre, dans la limite de 10%, puisque le Code de la commande publique va considérer que cette modification de 10% n'est pas substantielle. Eh bien, sur un plan pratico-pratique, 10% de quoi? 10% de quoi? Et vous vous rendez compte que, eh bien, pour faire varier à la hausse ou à la baisse un accord cadre, il faut bien effectivement une quantité de référence raisonnable pour utiliser les 10%. Et c'est ce que nous dit de manière assez logique la Cour de justice et l'avocat général dans cette décision de décembre 2018, qui n'est pas encore reprise totalement par la jurisprudence administrative. Il y a un petit écart encore de langage. Là-dessus, on a un train de retard par rapport à l'Europe. Ça a toujours été le cas en matière de commande publique sur pas mal de sujets. Mais sachez que quand même, je pense que le Conseil d'État va franchir le pas et va se mettre au diapason de la jurisprudence européenne sur ce point très prochainement. Alors, si on regarde effectivement, est-ce que le CCAG-FCS est venu apporter des éléments de réponse ou de cadrage sur cette question des quantités? Alors, de manière anecdotique, parce que franchement, c'était pas le gros sujet du siècle, il y a quand même un article 375 qui nous parle du non-respect des quantités minimales. Bon, ça veut dire, si vous faites un accord cadre avec des quantités minimales et que vous ne les respectez pas, quelles sont les règles contractuelles qui s'appliquent? Il n'y a rien de révolutionnaire parce que là-dessus, le 375 ne fait que reprendre le b.a.-ba de la jurisprudence administrative déjà bien établie en la matière, à savoir que eh bien, le titulaire a droit à récupérer la marge nette sur les quantités non appelées. Voilà. Après, sur le reste, eh bien, il est silencieux. Il ne dit rien sur effectivement toute la problématique des quantités, hors quantité minimale. Donc, aucun mécanisme particulier en cas de non-respect des quantités indicatives qui sont fixées dans l'accord cadre. Donc, pas de résiliation au profit du bénéficiaire, pas de sanctions financières pour l'acheteur. Le CCAG-FCS ne dit rien sur cela. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté si on fait effectivement un accord cadre avec des quantités qui sont finalement non respectées à la hausse ou à la baisse dans le cadre de l'exécution. La problématique, c'est justement que ça va être vraiment de l'appréciation au cas par cas. Alors, clause de propriété intellectuelle, là-dessus, on a effectivement un nouveau régime. On a un nouveau régime qui est celui des articles 34 à 37 du CCAG. Alors, l'idée à retenir, c'est que c'est la simplification. La simplification, on a un nouveau régime qui prévoit la suppression des anciennes options A et B pour ne retenir qu'un seul régime juridique, c'est la cession à titre non exclusif, qui permet à l'acheteur d'utiliser les prestations couvertes par les droits de propriété intellectuelle et qui sont réalisées dans le cadre du marché. Donc, ce qu'on appelle les résultats. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'acheteur n'a pas d'exclusivité pour l'utilisation des résultats. Ceci afin de permettre aux titulaires de toujours pouvoir réutiliser les résultats, y compris commercialement. Donc là, il y a eu un énorme lobby, effectivement, enfin lobby, il n'y a rien de péjoratif, mais vous savez que les CCAG ont été soumis à la concertation, aux discussions intraprofessionnelles avant d'être adoptés. Et donc là-dessus, je sais que c'était effectivement une forte demande de la part de certaines organisations professionnelles, d'avoir un régime juridique plus équilibré, donc une cession non exclusive, un partage des droits et la possibilité effectivement de les utiliser pour l'opérateur à titre commercial. Alors, il y a quand même une exception, c'est que il y a quand même une cession à titre exclusif, c'est tout ce qui concerne l'identité de l'acheteur, les chartes, les logos, les campagnes de communication. Là,
tout est cédé et tout est entre les mains de l'acheteur et de l'administration. Alors, aussi une nouvelle clause qui prévoit la possibilité pour l'opérateur, dans le cadre de la diffusion de l'innovation, eh bien, de déposer des titres de propriété industrielle sur les inventions et connaissances techniques issues du marché, avec là l'octroi d'une licence au bénéfice de l'acheteur pour ses propres besoins. Donc, je vous renvoie là-dessus aux articles 34 à 37. Et l'idée, c'est que, comme le disait la DAJ, c'est une clause autoporteuse, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'acheteur, vous n'avez pas à vous embêter là-dessus. C'est que c'est du clé en main. C'est un peu ce qu'on a vu avec l'avance, avec une option d'office. Là, finalement, ces clauses de propriété intellectuelle sont rédigées de manière à faciliter la vie des acheteurs et des opérateurs. Alors, l'exécution aux frais et risques, on a là-dessus effectivement pas mal de choses à dire. Alors, déjà, une grande nouveauté, c'est que dans l'ancienne version du CCAG, ce qui était quand même ennuyeux, c'était la mécanique de l'ancien article 32 de mémoire, qui disait en substance, vous ne pouvez faire du frais et risques qu'à partir du moment où le CCAP l'a prévu. Alors, juste avant de rentrer dans la matière, le frais et risques, c'est j'ai un marché, donc je suis une administration, et mon titulaire est défaillant. Il est défaillant, il n'arrive pas à exécuter, ou il est en retard, il est en faute, donc je vais devoir trouver quelqu'un pour le remplacer. C'est ce qu'on appelle le frais et risques, d'accord, marché de substitution. Et donc, ça arrive effectivement, ça peut arriver, pas simplement en matière de crise sanitaire, ça a toujours existé. Je me suis engagé, moi, en tant qu'opérateur, pour livrer des médicaments à l'hôpital. J'ai un problème sur ma chaîne de production d'approvisionnement à l'échelle mondiale européenne. Je suis en défaut parce que je ne vais pas pouvoir livrer en temps et en heure mes clients publics. Je suis prestataire de services de gardiennage. Eh bien, j'ai un problème avec mes équipes, j'ai accepté trop de marchés, je ne peux pas assurer effectivement le gardiennage du musée public dans telle ville. Vu la valorisation des œuvres qu'ils ont gardées au musée, le musée ne peut pas se permettre une seule nuit sans gardiennage. Donc, pour toutes ces situations-là, l'administration a le droit, effectivement, eh bien, de faire appel à un tiers, à un autre opérateur pour faire le travail. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'exécution aux frais et risques. Et vous comprenez qu'aux frais et risques, l'idée, c'est que, en gros, comme tu es défaillant, monsieur l'opérateur, eh bien, je vais chercher quelqu'un d'autre pour faire le travail à ta place et, bien entendu, je vais t'envoyer la facture. C'est la mécanique. Donc, la nouveauté, c'est que dans l'ancien régime 2009, il fallait une clause particulière dans le CCAP pour donner ce pouvoir à l'administration. En 2021, on arrête. On a évacué effectivement cette obligation de la clause particulière qui était quand même assez compliquée et qui avait donné lieu à des contentieux un peu compliqués pour l'administration, tout simplement parce que la clause particulière n'existait pas ou qu'elle était mal rédigée. Donc là, on peut faire du frais et risques, même si on n'a pas effectivement prévu ce mécanisme dans le CCAP. Ça, c'est la première nouveauté. Ensuite, sur le fonctionnement, il y a aussi une clarification qui est bienvenue parce que dans l'ancien CCAG, c'était pas très bien rédigé. Là, c'est clair, c'est que le frais et risques, on peut l'utiliser dans l'hypothèse 1, à savoir avant la résiliation du marché. Donc, le titulaire n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer aux stipulations du marché ou aux ordres de service, d'accord, ou en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard. Livraison de médicaments, gardiennage du musée, par exemple. Donc, on est avant toute sanction définitive de résiliation et on peut effectivement lancer du frais et risques. Ou sinon, l'hypothèse 2, eh bien, on est post-résiliation. Donc là, effectivement, le marché est terminé et dans la décision, attention, dans la décision de résiliation, il faut le mentionner. On ne peut pas faire une décision de résiliation et après se dire, zut, j'aurais dû faire du frais et risques, j'aurais dû le mettre en demeure ou j'aurais dû l'informer que j'allais le faire. Donc, c'est très important, si vous vous engagez dans une hypothèse numéro 2, de mentionner cette exécution aux frais et risques. Alors, ce que je disais effectivement, c'est que le CCAG 2021 a supprimé l'obligation purement formelle de prévoir cette mesure dans le CCAP. L'idée, c'est la philosophie demeure la même, remplacer le titulaire défaillant. Alors,
si cette mécanique elle est un peu assouplie et qu'elle demeure la même, il faut faire attention parce que en pratique, j'ai vu souvent des situations qui n'étaient pas normales. Je m'explique. C'est que ce n'est pas parce qu'un opérateur est défaillant que automatiquement il faut sortir le bazooka et faire du frais et risque. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire qu'il y a quand même une motivation, il y a toujours le système de mise en demeure qui est nécessaire. Le texte ne dit pas que la mise en demeure doit être de 5 jours. Hein. Je reprends l'exemple du gardiennage. Quand on s'aperçoit qu'il y a un problème le matin, c'est pour le soir même. Bon, ça, c'est le premier point. Le dialogue et la motivation ne doivent pas faire défaut, effectivement, dans la mise en œuvre du mécanisme. Et ça, c'est la jurisprudence administrative qui le pose. J'ai cité ici, effectivement, le Conseil d'État 18 décembre 2020, qui est une jurisprudence intéressante sur les frais et risques, qui rappelle, hein, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose de peu connu, qui rappelle que le titulaire qui se fait sortir ou qui subit une sanction aux frais et risques, il a le droit de suivi. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'administration appuie sur le bouton frais et risques parce que son titulaire est défaillant et qu'il est dans l'incapacité d'exécuter, l'administration ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et surtout, elle ne peut pas faire les choses dans le dos de son opérateur privé. Et ça, le Conseil d'État le rappelle en consacrant, en rappelant ce qu'ils appellent le droit de suivi. Le droit de suivi, c'est que, eh bien, lorsque l'administration va sélectionner un opérateur alpha pour eh bien, faire le job à la place du défaillant, eh bien, le défaillant doit être informé à la fois des modalités de sélection, hein, je vais y revenir tout à l'heure, et puis du suivi de ce marché, tout simplement parce qu'à la fin, c'est lui qui va payer les factures. Il ne va pas les payer directement à Alpha, mais la logique du frais et risque, c'est qu'ensuite, il y aura un titre de recette qui sera envoyé vers le défaillant en lui demandant de rembourser effectivement les factures payées à Alpha. Ce que je voulais rappeler ici, le CCAG-FCS est silencieux, il ne le dit pas, mais c'est une règle extrêmement importante et trop souvent oubliée, c'est que lorsque vous avez un opérateur défaillant en FCS, vous n'avez pas l'autorisation de faire un marché direct et négocié pendant X mois jusqu'à la fin du marché. Hein, le code de la commande publique ne vous dit pas que vous pouvez le faire en cas d'exécution aux frais et risques. Hein, ça n'existe pas. Et donc se pose la question de la mise en concurrence. De la mise en concurrence, effectivement, pour sélectionner Alpha. Vous avez certes peut-être le droit de faire un marché en urgence ou un marché en dessous de 40 000 de gré à gré pour les premières nuits de gardiennage ou pour assurer les premières semaines d'approvisionnement avec Alpha à l'hôpital, mais vous n'avez pas le droit, vous, administration, eh bien, de signer de gré à gré un marché de plusieurs centaines de milliers d'euros avec Alpha pour couvrir les 2 prochaines années, même si vous êtes dans un cadre d'exécution aux frais et risques. Donc là-dessus, il faut bien faire attention entre eh bien, le CCAG-FCS qui va vous permettre de gérer l'urgence, entre guillemets, d'une exécution aux frais et risques, et puis les règles de la commande publique du code au niveau de la passation des contrats. Et cette articulation, malheureusement, elle est trop souvent oubliée. Je pense que ça aurait été intéressant dans le FCS qu'il fasse cette jonction en rappelant effectivement qu'il y a une passerelle entre la passation et l'exécution. Alors, je termine là-dessus sur le contentieux et différent. Ce qu'il faut retenir, c'est que la règle du jeu est la même chose, c'est qu'à partir du moment où il y a un différend entre l'administration et l'entreprise, eh bien, l'entreprise a un délai de 2 mois pour adresser un mémoire en réclamation. Alors, on a depuis 10 ans, 15 ans des contentieux, des discussions sur c'est quoi la notion de différent dans le CCAG FCS. Est-ce que, par exemple, le non-paiement de facture, c'est indifférent? Le Conseil d'État s'est prononcé il n'y a pas longtemps pour dire que non, parce que sinon, on ferait des mémoires en réclamation tous les mois. Donc, mais à partir du moment où vous avez l'entreprise a demandé quelque chose qui est en dehors de l'exécution de facture, ou, je précise, j'ouvre ce point, à partir du moment où l'entreprise peut-être a demandé sous mise en demeure le paiement de factures arriérées, avec une mise en demeure, là on peut créer un différend. À partir du moment où le différend est constaté entre les 2 parties, eh bien, le CCAG pose des obligations. Hein. 2 mois, 2 mois, 2 mois, c'est ce qu'il faut retenir. L'entreprise a 2 mois pour faire mémoire en réclamation, à compter de la naissance du différend. Ensuite, l'acheteur a 2 mois pour y répondre.
D'accord. Et le CCAG crée la décision implicite. Ça veut dire que si jamais l'administration ne répond pas au mémoire en réclamation, on a une réponse donc implicite de rejet. Et la nouveauté du CCAG-FCS, sur le même modèle que le CCAG Travaux qui a déjà un délai de 6 mois de saisine du juge, le CCAG là, va créer, et c'est une nouveauté 2021, va créer un délai de saisine du juge. Hein. Dans l'ancienne version, il n'y avait pas d'obligation calendaire. Là maintenant, on a cette obligation de saisir le juge sous peine de forclusion dans un délai de 2 mois à compter de la décision implicite ou expresse qui fait suite à la réception du mémoire en réclamation. Donc ça, c'est très important pour les deux parties, hein, de bien connaître cette mécanique calendaire de 2 plus 2 plus 2 sur la naissance du différend. Voilà. Donc, ça, c'est effectivement une grande nouveauté et d'importance pour la sécurité juridique, effectivement, des contestations, parce qu'après 2 mois, si vous ratez le coche des 2 mois là, après la décision implicite, bah, c'est terminé, quoi. On peut plus saisir la juridiction administrative. D'où l'intérêt pour l'administration, quand vous êtes au niveau de la réception du mémoire en réclamation, je dirais, de prévoir aussi peut-être je pense que ça peut être intéressant de prévoir une forme d'accusé de réception automatique. Hein. Il y a certaines administrations centrales qui utilisent cela déjà sur les actes administratifs unilatéraux. Je pense que ça peut être une bonne pratique, pas forcément pour piéger, mais pour bien rappeler les règles du jeu entre parties. Quand vous recevez, vous, administration, le mémoire en réclamation, automatiquement en accusé réception, en rappelant les règles du jeu qui sont celles du CCAG FCS article 46. Puisque à partir de là, effectivement, la montre continue de tourner sur la contestation possible du mémoire en réclamation. Alors, est-ce qu'on nous en dit plus sur le contenu du mémoire? Vous savez que bon, on a toujours des contentieux sur est-ce que c'était ou pas un mémoire en réclamation, hein, parce que dans ce schéma ici, là, vous voyez que sur le deuxième onglet, sur le deuxième pic, il y a deux obligations. Déjà, c'est envoyer un mémoire en réclamation, et puis après, deuxièmement, il faut vraiment que ça soit un mémoire en réclamation. C'est pas genre je suis pas content du différend, donc je vous demande de revoir votre position. Donc il y a des contestations, des contentieux sur vous m'avez envoyé quelque chose, mais ce n'était pas un mémoire en réclamation au sens du CCAG. On avait déjà ces discussions sous l'ancien CCAG et ACS. Là, avec le nouveau CCAG, on va toujours avoir cette discussion parce qu'il est un peu plus c'est pas la révolution, mais il est un peu plus explicite que l'ancien CCAG sur le contenu. Donc, le mémoire en réclamation doit exposer précisément les motifs du différend, indiquer pour chaque chef de contestation le montant des sommes réclamées et aussi leur justification, hein, justifier. Donc ça, c'est quand même ça peut être assez pénible et assez dangereux pour un opérateur privé dès le mémoire en réclamation qui intervient dans un délai de 2 mois, je rappelle, à compter du différend, de donner effectivement les justifications de tout cela. Alors, en tout cas, le conseil que je donne aux opérateurs privés, c'est que si jamais ils doivent rédiger un mémoire en réclamation, il ne faut pas négliger effectivement les justifications parce que ça sera sinon un sujet de discussion contentieuse sur la nature même du mémoire qui n'est pas conforme au 46.2 du CCAG. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. Donc, alors, quelques questions. Pardon, oui, excusez-moi, Ouais. non, je vous rassure, votre présentation était très claire, très, très synthétique, c'était très bien. Je vous ai transmis les quelques questions qui ont été posées par les participants. Je vous laisse un peu de temps pour les regarder et je vous demande de bien vouloir patienter un petit peu. Alors, allez, je peux me lancer dans le grand bain, il y en a pas mal, mais alors,
Allez-y quand vous Euh, voulez, oui, Non, non, mais c'est bien. De toute façon, j'ai pas forcément réponse à tout, mais l'idée c'est qu'on discute librement. Euh, alors, à propos de l'article 1.2, hein, en entrée de jeu, j'avais parlé effectivement éventuellement de la possibilité de déroger à cette obligation. Question, est-ce qu'il est possible vraiment de déroger à cette obligation? Eh bien oui, ouais, oui. Si vous voulez, euh, votre question en amène une autre, c'est dans quelle mesure le CCAP peut déroger au CCAG? Et ma réponse, c'est euh, pratiquement sur tout, sauf sur les règles qui sont inscrites par la loi ou donc par le code de la commande publique. Je vous donne par exemple la règle issue de la loi Pacte sur l'interdiction des OS prestations supplémentaires à 0 euros. Qu'on retrouve dans tous les CCAG et dans le CCAG FCS, eh bien, est-ce qu'on pourrait dans le CCAP dire ben, moi, j'en veux pas de cette règle, donc je la supprime par dérogation? Là-dessus, non, on ne peut pas. On peut pas parce que cette règle qu'on retrouve dans le CCAG trouve son existence dans une loi et là-dessus, je pense qu'on ne pourrait pas, y faire obstacle. En revanche, et pour continuer cette réponse, dans le CCAG-FCS, on donne la possibilité aux titulaires de refuser l'exécution s'il n'y a pas d'accord sur les prix provisoires en OS sur prestations supplémentaires. Ça, c'est pas la loi Pacte, ça, c'est une innovation du CCAG-FCS. Donc, le CCAP pourrait effectivement déroger là-dessus. Et pour répondre donc à la question qui m'est posée sur l'article 1.2, eh bien oui, je pense que, vous savez, l'article 1.2, c'était l'obligation qui est faite à l'acheteur public de lister toutes les dérogations à la fin de son CCAP. Est-ce qu'on peut simplement le zapper et dire, bah, moi je déroge au 1.2? Bah, je pense que oui. Je pense que oui. Alors après, toujours sur cette question-là, qui était en lien avec le listing des dérogations, on dit oui, vous dites il faut signer le CCAP, mais ça se signe pas le CCAP. Donc, oui, je suis d'accord, je suis allé un peu trop vite. L'idée, c'est que il y a une autre question aussi. Pouvez-vous expliquer l'intention de signer dans le préambule? Donc, toujours en lien avec cette question de listing et des dérogations. Quand on lit la jurisprudence du Conseil d'État sur cette difficulté entre dérogation du CCAP et CCAG, hein, le Conseil d'État, il est quand même sensible à la commune intention des parties. Et donc, on pourrait très bien, dans le CCAP, au début ou à la fin, dire que ce CCAP comporte des précisions, des compléments et des dérogations au CCAG FCS de 2021. Il représente la commune intention des parties. Il a une valeur hiérarchique conformément à l'article X du CCAP supérieure ou à l'engagement supérieur au CCAG FCS, que toutes ces clauses sont applicables de manière prioritaire par rapport au CCAG FCS et le titulaire reconnaît ne pouvoir invoquer aucune exception concernant la suprématie des clauses du CCAP. Voilà, quelque chose comme ça. Comme ça, au moins, ça le mérite d'être clair et que si jamais il y a un problème dans l'application, le titulaire qui viendrait dire oui, mais vous n'avez pas listé à la fin, je pense que le sujet serait quand même difficile pour un opérateur privé. Après, la solution radicale et qui est d'ailleurs, je l'ai entendu de Jérôme Michon, hein, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je crois que c'est lui qui l'avait exprimé la première fois en disant ben, on n'a qu'à supprimer dans le CCAP l'obligation de listing des dérogations. Je pense que c'est une très bonne idée et pour moi, il n'y a pas de difficulté effectivement juridique à cela, surtout si c'est une idée de Jérôme Michon à laquelle j'adhère très facilement. Alors, il y a une question de mon ami Arnaud Laprèche que je salue. Effectivement, sur l'article 23, les prestations supplémentaires, est-ce que ce n'est pas une clause de réexamen? Alors, pour moi, la clause de réexamen, elle est quand même dans l'esprit du Code de la commande publique extrêmement précise. Elle doit être très très précise parce que sinon c'est la porte ouverte à beaucoup d'abus. Moi je pense que l'article 23, c'est vraiment le copier-coller de la loi Pacte, à savoir si vous faites des prestations supplémentaires par OS,
vous devez les valoriser. C'était vraiment l'idée d'arrêter les OS à 0 €. Donc, en tout cas, je pense que ça va donner pas mal de complications sur des acheteurs publics qui vont dire, bah, pour moi, c'est un OS à 0 €, non pas en contradiction de la loi Pacte ou du CCAG-FCS, tout simplement parce que ce ne sont pas des prestations supplémentaires, hein, ni des prestations modificatives. Donc, je pense que pour moi, c'est pas forcément, c'est pas une clause de réexamen, mais c'est une clause qui impose effectivement le chiffrage des OS sur prestations supplémentaires. Mais retenez une chose, hein, c'est que l'innovation du CCAG-FCS, c'est que l'opérateur peut dire stop. Il a le droit dans le CCAG-FCS de dire stop si il n'est pas d'accord avec les prix nouveaux pour prestations supplémentaires. Là-dessus, je pense que dans votre CCAP, il faudra réfléchir à 2 fois si vous faites ou pas sauter ce droit contractuel. Oui, oui, oui. Il y a une question très intéressante là. Alors, je la lis en même temps, hein. Que pensez-vous de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union, Simosen-Will, hein, affaire toute récente de 2021, qui pose que, ouvrez les guillemets, l'avis de marché doit indiquer, donc c'est pas peu, hein, c'est doit indiquer la quantité et ou la valeur estimée, ainsi qu'une quantité et ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu d'un accord cadre, et qu'une fois que cette limite aura été atteinte, le dit accord aura épuisé ses effets. Fermez les guillemets. Et donc, en fin de compte, l'idée, c'est que la question, c'est comment vous comprenez cette jurisprudence par rapport à la possibilité du Code de la commande publique de faire des accords cadres sans mini, sans maxi. Alors, pour moi, c'est pas incompatible. C'est pas incompatible, mais c'est que ça illustre effectivement le décalage de vitesse entre les juges européens et le juge administratif français. Décalage de vitesse que j'ai exposé rapidement tout à l'heure, c'est que un accord cadre sans mini, sans maxi, certes, mais il doit comporter une indication estimative, il doit donner une boussole financière, hein. Si j'ai un marché de peinture industrielle, est-ce que finalement je m'engage sur les 4 prochaines années sur 1,5 million de prestations ou 6,5 millions? De quoi parle-t-on? Tout simplement parce que ensuite je me retrouve coincé si je n'ai pas de boussole financière, même estimative, pour faire varier mon marché. Et donc il faut bien avoir une double approche. Ça veut dire que quand le code de la commande publique nous dit vous n'êtes pas obligé de faire un mini-maxi, le code de la commande publique nous dit au niveau des quantités contractuelles, vous n'avez pas d'obligation. D'accord? Donc ça, c'est le rapport contractuel. C'est la première lecture. Mais il ne faut pas oublier la deuxième lecture, qui est celle de l'ordre public, qui est celle du code de la commande publique, donc supracontractuel, qui nous dit bah, ça ne peut pas être open sky, ça ne peut pas être open bar, votre accord cadre. Tout simplement, pour les 2 raisons que j'ai évoquées, c'est que premièrement, vous avez quand même l'obligation de définir de manière précise vos besoins, tout simplement pour assurer une saine concurrence. Moi, je suis une PME de Perpignan, faire 1 million de peintures industrielles pour le ministère de la Défense, je peux, mais faire 8 millions, je ne peux pas parce que je n'aurai pas les reins assez solides. De la même manière, faire un marché de 1 million, ça m'intéresse, mais si c'est pour faire finalement 300 000, je ne vais pas me déplacer. Donc, l'étendue des besoins, je le rappelle, c'est une obligation. Et puis après, si jamais en cours de route, on doit faire varier à la hausse ou à la baisse, eh bien, j'ai besoin d'avoir un référentiel, même un référentiel estimatif, mais un référentiel, hein, pour pouvoir utiliser ma boussole des 10%. Quid d'un marché subséquent engagé après le 1er octobre 2021 à un accord cadre régi par le CCAG 2009? Nous conseillez-vous d'utiliser le CCAG 2009 ou 2021 pour ce marché subséquent? Ben, moi, je conseillerais de notifier peut-être ou de faire un avenant pour modifier. Ça veut dire que c'est vrai que au point de vue contractuel et juridique, la règle voudrait que eh bien, le CCAG 2009 continue de s'appliquer, d'accord? Maintenant, puisque le corpus contractuel a été ficelé avant
l'accord cadre a été ficelé effectivement avant la réforme. Maintenant, la logique contractuelle, enfin le bon sens contractuel voudrait que tout le monde se mette au diapason du CCAG FCS 2021. Ça ne peut pas se faire automatiquement, ça c'est clair. Donc, vous êtes obligé d'avoir un accord ou éventuellement de procéder par, je réfléchis à voix haute, mais peut-être de procéder par décision unilatérale et puis de voir si ça rouspète ou pas en face. Mais ou sinon peut-être de faire un avenant en disant voilà, on change les règles du jeu, on se met en CCAG, on se met en CCAG FCS 2021. Oui, non, je ne recommande pas de faire signer le CCAP, hein, je suis allé trop vite là-dessus. Bien sûr, il ne faut pas revenir à l'âge de pierre. On ne signe pas les pièces du marché, hein, sauf l'Atrien, acte d'engagement, mais on rajoute quand même peut-être une clause effectivement renforçant la commune intention des parties dans la valeur du CCAP. La règle aux frais et risques revient jusqu'à la fin du marché. Oui, alors après, maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la fin du marché? Comme je disais tout à l'heure, on a deux hypothèses. Soit on fait du frais et risque avant la résiliation finale, parce que on constate que, déjà, parce qu'on n'a pas le temps de faire une résiliation, ou deux, parce qu'on constate que la difficulté, elle est temporaire, donc on fait du frais et risque. Soit, eh bien, dans ce cas-là, si on constate que la difficulté est pérenne et qu'il ne va jamais s'en sortir, ou qu'elle est trop grave, eh bien, dans ce cas-là, on appuie sur le bouton et effectivement, les frais et risques, dans ce cas-là, si la fin du marché, si vous dites la fin du marché de substitution, si c'est ça votre question, là, ma réponse est un peu différente. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, parce que si je suis aujourd'hui la fin juin et que mon titulaire est défaillant, je vais lui faire du frais et risques jusqu'au 15 juillet. Bon, si le 15 juillet il est toujours défaillant, je vais dire je suis désolé, mais on va passer en résiliation. Et je suis désolé, mais on applique la résiliation aux frais et risques. Donc je fais une résiliation, j'informe que je vais engager du frais et risques. Et donc, si votre question c'est jusqu'à quelle date je suis entraîné, moi, titulaire défaillant dans les frais et risques, là, il y a quand même, c'est pas open sky. C'est pas open sky parce que la règle du jeu, c'est que l'administration qui est face à un titulaire défaillant et qui fait du frais et risques ne peut pas signer en gré à gré, pour une trop longue durée. Hein. Donc, elle sera obligée de faire une mise en concurrence et le frais et risque couvrira aussi cette mise en concurrence. Hein. Donc, pour répondre à votre question, le frais et risque peut couvrir le gré à gré d'urgence pour pallier peut-être l'été, et ensuite le nouveau marché passé en mise en concurrence qui aura vocation effectivement à assurer la fin des prestations. Il n'y a plus de marché puisqu'il a été résilié, mais il y a toujours des prestations. Donc ça peut effectivement aller jusqu'à la fin des prestations qui étaient prévues initialement. On regarde encore une ou deux questions, si vous êtes d'accord. Et est-il toujours possible de conclure un accord cadre sans montant maxi à condition de préciser le montant estimatif des dépenses? Oui, tout à fait. Alors, une question sur toujours cette histoire d'articulation. Le CCAG FCS ne prévoit pas explicitement la sanction en cas d'absence de liste récapitulative des dérogations. La position jurisprudentielle est-elle bien tranchée en faveur de l'inapplicabilité des clauses qui ne seraient pas listées? Eh bien non, justement. La jurisprudence française n'est pas totalement claire là-dessus. Donc, je pourrais vous envoyer, il y a un article qui est paru cette année, je crois que c'était, je ne veux pas dire de bêtises, je pense que c'était professeur Hélène Hoffner qui a publié là, le mois dernier un papier dans Contrat et Marché, où elle illustre très bien effectivement le flou jurisprudentiel sur cette question, parce que il y a d'un côté Conseil d'État et Cour administrative d'appel de Paris qui, face à des problématiques effectivement d'articulation, de dérogation qui n'étaient pas listées, ont considéré que bien la commune intention des parties, que la hiérarchie des pièces permettait quand même d'appliquer le CCAP de manière prioritaire par rapport au CCAG.
Et à côté de ça, vous avez pas mal de cours administratifs d'appel, Lyon, Douai, Bordeaux, Marseille, qui appliquent une position contractuelle protectrice, ou en tout cas de l'opérateur, ou en tout cas assez stricte, à savoir la règle du jeu dans le CCAG, ancienne version, c'était vous devez lister les dérogations, vous ne l'avez pas fait, donc les dérogations ne s'appliquent pas. Donc pour répondre à votre question, la jurisprudence française, elle n'est pas très tranchée là-dessus, parce que quand même, le CCAG FCS, ancienne version, et la nouvelle version va dans le même sens, fait l'obligation contractuelle de lister. Hein. Il y a toujours cette mécanique de listing à la fin, qui est une mécanique bête et méchante et dangereuse. Donc pour cela, alors soit on fait l'exercice, soit on supprime l'article 1.2 par dérogation. Voilà. Je n'ai pas répondu à tout, mais ce qu'on peut faire, c'est que celles et ceux qui m'avaient posé des questions et qui n'ont pas eu de réponse parce que j'ai pas eu le temps, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email avec la question. Voilà, et je reviendrai vers vous avec grand plaisir. D'accord. Voilà, merci. Bah, écoutez, maître, merci, merci de vous être prêté au jeu des questions-réponses et merci pour cette présentation donc, très synthétique et très claire. Donc, je remercie tous les participants d'avoir assisté à ce webinaire et vous donne rendez-vous à partir du mois de septembre pour de nouveaux rendez-vous experts. En attendant, vous pouvez toujours consulter notre base de données immunitaire Juris qui est donc régulièrement mise à jour. Alors, à bientôt. Richard, juste une dernière chose, parce qu'il y avait quand même une question intéressante. Lors du questionnement de l'opérateur, vous savez, sur les questions confidentielles, que faire si l'opérateur considère des données comme confidentielles alors qu'elles ne le sont pas? En gros, il vous dit, bah, tout est confidentiel. Eh bien, je pense que quand vous interrogez, vous lui demandez, merci de nous indiquer les données et documents que vous considérez comme protégés par le secret des affaires et confidentiels, et merci de nous en apporter la motivation. Parce que sinon, effectivement, la solution de simplicité, ce serait de dire ben, tout est confidentiel. Mais n'oubliez pas de demander la motivation en cas de refus. Très bien. La motivation, c'est à la fois pour l'administration, mais également pour l'opérateur. Voilà, très bonne fin de semaine et sûrement à bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.